on vient travailler, bénévolement ou pas bénévolement, éducateur ou pas éducateur, travailleur social ou pas travailleur social, et qu'on se retrouve devant un gamin, zigane, rom, manouche, gitan, on vient avec toutes ces représentations. C'est-à-dire que le gamin qu'on a devant nous, c'est pas un gamin comme tous les gamins, c'est un gamin dans lequel on va projeter notre propre imagerie de ce que devrait être un enfant de zigane. Et on va lui faire faire de la musique de gitan, et on va lui faire faire de la danse de gitan. Ceci dit, on fait exactement, puisque moi je travaille à Montreuil, on fait exactement ça avec les enfants africains. On n'imagine pas apprendre aux enfants africains de la danse bourguignonne. Dès qu'on a une petite fille africaine, on lui met un boubou, et on la fait danser de la danse africaine. C'est formidable la danse africaine, et la maman a fait du mafé à la fin, et on est tous très contents, surtout la gauche, surtout les bobos gauchistes, on est tous très contents. Moi je trouve ça absolument scandaleux. Je trouve ça absolument inouï, et donc je suis là pour vous délivrer ce message, à vous qui êtes des gens bénévoles, qui êtes des gens qui vont être engagés dans cette vie. Moi je vous dis, c'est pour ça que mon truc s'appelait « Les Roms roumains, ce sont des immigrés ». Je vous demande juste que quand on se pointe devant des gens qui sont ziganes, roms, manouches, et surtout devant des enfants et des adolescents, on y aille comme si on était devant tous les adolescents du monde et tous les enfants du monde, et qu'on leur donne le droit d'être autre chose que notre propre désir de ce qu'ils soient. Parce que c'est quelque chose auquel ils vont se conformer parfaitement. Il y a des très grands musiciens, par exemple, il y a un très grand musicien de jazz manouche qui a joué avec les Américains, etc. Il est revenu ici, on lui a redemandé de faire du jazz manouche. Et s'il ne fait pas du jazz manouche, on ne l'autorise pas à faire une autre forme de jazz. C'est très souvent les musiciens manouches qui sont capables de jouer beaucoup de choses, ils se conforment à ce que nous exigeons d'eux en tant que musiciens. C'est pas grave, c'est des adultes, ils gagnent leur vie, tant mieux. Mais je trouve ça, ne le faisons pas avec les enfants et les adolescents, parce qu'à la limite, on leur retire des chances de pouvoir être autre chose que l'image qu'on a projetée. Alors je sais, c'est un peu violent ce que je dis, parce que, et je le dis, mais je suis moi-même, je veux dire, on est tous ici dans le même truc, hein, c'est pas une critique que je fais. Je dis juste que nous devons toujours réfléchir à la chance que nous devons donner à ces enfants, parce que finalement, on refait ce qu'a fait Sarkozy d'une manière plus sympathique, mais on met tout le monde dans le même panier, et surtout, on crée une fausse homogénéité. Hein, les Roumains, quand on parle de gens du voyage et qu'on regarde des Roumains qui sont restés 600 ans sédentaires, hein, il y a 10% de Roms en Roumanie, il y a une immigration de Roumains en Europe, en Espagne, en Angleterre, pas qu'en France. Il y a 10% de Roms qui sont arrivés avec les Roumains qui sont venus en France. Il n'y a pas une invasion non plus de Roms roumains qui sont arrivés en France. Ils font partie des Roumains qui ont immigré, comme beaucoup de gens de l'Est qui ont immigré en Europe. Donc je pense qu'il va falloir, je pense, toujours... alors sur les Roms, c'est particulièrement fort parce que comme il y a un très fort imaginaire, une très grande méconnaissance, et surtout qu'on n'a pas toujours l'occasion de croiser des gens, il faut vraiment déconstruire les représentations, arriver vierge face aux gens et leur laisser le droit de dire eh ben oui, moi je suis allé à l'école, j'ai fait des études en Roumanie, je travaillais comme ça, non je ne mange pas les plats traditionnels des Roms, et la musique que j'aime c'est la techno. Voilà. Et je crois que c'est un grand effort à fournir de notre part, mais je pense que c'est nécessaire pour pouvoir travailler et avoir des relations saines avec, par exemple, un anthropologue qui travaillait en Auvergne avec les manouches d'Auvergne, il disait, ben voilà, les manouches mangent du hérisson, donc tous les ziganes du monde mangent du hérisson, etc. C'était la grande période du structuralisme, et ce que faisait un gitan à Montreuil, il fallait que le Rome aux États-Unis fasse exactement la même chose, parce qu'on créait artificiellement une communauté. Alors moi je pose la question, hein, mon ami a reprécisé que les gens étaient partis du XIe siècle, le XIe siècle d'Inde, hein, du Pendjab. Qui parmi vous sait où étaient ses aïeux au XIe siècle, et quelle influence a le fait que ses aïeux étaient en Inde ou au Venezuela au XIe siècle sur sa vie actuelle, hein. Moi je me suis rendu compte peu à peu en vivant avec les Roms, puisque vraiment j'ai vécu avec les Tziganes, d'abord comme éducateur, puis ensuite un peu plus que ça, parce que j'ai eu beaucoup d'amis, et puis je suis parti beaucoup en voyage avec eux, avec des Roms et des Manouches, que finalement il n'y avait pas de communauté proprement dit, et que la globalisation
qu'on faisait des comportements était purement et simplement du racisme. Et quand, en 2010, il y a eu le discours de Grenoble dont tu parlais, j'ai écrit mon bouquin qui s'appelle L'utilité politique des Roms en 3 jours et 3 nuits de colère, parce que finalement, qu'est-ce qu'avait fait Sarkozy? Il y avait eu, en plein milieu de la France, dans un village français, des manouches, sédentarisés depuis belle lurette, travailleurs dans le village, salariés, dont le fils était mort, tué par la police, qui avaient, dans la nuit, cassé des vitrines et coupé des arbres, par colère. Sarkozy a fait son discours et il a dit, eh bien, puisque ça s'est passé, on va expulser les terrains des Roumains qui sont en région parisienne. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait ce qu'on a tous tendance à faire, c'est pour ça que je dis ça avec beaucoup de prudence. Sarkozy l'a fait, mais je pense qu'on le fait tous. Qu'on le fait tous de façon positive ou négative. C'est-à-dire qu'on a fait un lien entre un groupe humain de gens qui étaient immigrés peut-être de 1930 ou 1940, qui étaient des gens qui avaient voyagé en caravane et puis qui s'étaient sédentarisés et qui avaient trouvé un taf comme tout le monde dans un village, et qui ce jour-là étaient en colère, mais qui sont d'origine manouche, et j'imagine dans le village on les appelle peut-être les manouches, ou je ne sais pas. Il a fait un lien entre ces gens-là avec des gens qui venaient d'arriver de Roumanie, c'est-à-dire qui étaient des immigrés économiques roumains, qui se retrouvaient sur des terrains. Il en a fait un lien, un petit peu comme si je disais ah bah oui, les Noirs, ils aiment tous la musique. Hein, si je vous dis les Noirs, ils aiment tous la musique, tout le monde va trouver ça une espèce de folie raciste. Et bien, il a fait exactement la même chose. Et donc, moi, je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ce racisme? Et je le retrouve, c'est amusant parce que ce racisme, je le retrouve évidemment facilement chez les gens qui haïssent les tziganes au sens large du terme, comme ce jour-là chez Sarkozy, mais je le retrouve aussi chez les gens qui adulent les tziganes. Hein, tous les tziganes sont des merveilleux musiciens, tous les tziganes sont des merveilleux créateurs, tous les tziganes élèvent leurs enfants de cette manière-là, chez les tziganes on ne divorce pas, chez les tziganes... mais moi je peux vous dire que peu à peu, en vivant avec les Roms et avec les Manouches, toutes ces représentations se sont déconstruites les unes derrière les autres. Campagne, selon qu'ils aient été des ouvriers agricoles ou selon qu'ils aient été dans les villes où ils avaient été à l'école, selon qu'ils soient des caldeirages qui avaient des belles maisons ou selon que c'est des gens qui ont perdu leur taf parce qu'ils n'ont pas récupéré de terre et donc qui étaient très peu scolarisés, on a énormément de différences. Et parler des Roms roumains déjà est une absurdité. Parler des Roms roumains est déjà une absurdité. Vous dire là maintenant, vous savez, quand vous êtes avec le Rom roumain, vous devez vous comporter de cette manière-là. Mais ça n'a aucun sens. C'est comme si je disais, vous savez, quand vous croisez un Français, c'est très simple, hein, vous lui offrez des frites, il sera content. Moi, je suis là. Ce que je vous raconte, c'est une expérience personnelle. C'est-à-dire, je suis parti, bon étudiant, sur un structuralisme qui réunissait les gens dans une homogénéité de comportement. Et peu à peu, je me suis aperçu que ça n'existait pas. Et que c'était une création de l'esprit. Hein. Et donc, moi, j'ai donc dans ce livre cherché qu'est-ce qui créait la tziganité, en quelque sorte. Par exemple, je vais vous raconter plusieurs livres pour enfants. J'ai lu une quarantaine de livres pour enfants qui s'adressent à nos enfants et qui sont des livres sur les petites tziganes. Et par exemple, je vais vous donner une thématique qui revient très souvent. Un enfant est un jour trouvé dans la forêt, abandonné, puis un couple le récupère, de braves gens, comme nous tous ici, on l'élève, et un jour passe un cirque. Et alors, comme passe le cirque, cet enfant est irrémédiablement attiré par le cheval, par la liberté et par le vent. Vous vous rendez compte? Et cet enfant, on s'aperçoit ensuite que c'est un enfant qui avait été perdu, un enfant tzigane qui avait été perdu ou abandonné par une famille tzigane. Vous devez respecter certaines choses, certaines valeurs, comme le respect des minorités, le respect des orientations sexuelles, le respect des croyances. Comprenant que la Roumanie, la Bulgarie ou la Hongrie, par exemple, ne respectaient pas ces différentes dispositions légales, je me suis rendu compte que l'Europe n'était pas assez forte, et c'est à ce titre que j'ai commencé à prôner l'Europe, et c'est à ce titre que j'ai commencé à me battre pour une Europe forte, une Europe fédérale, une Europe sociale, et non plus seulement une Europe des marchés et une Europe du capital. Voilà. L'aspect économique n'a pas tout à fait été développé parce qu'en réalité, effectivement, il y a des raisons économiques qui font qu'on vient en France, mais on ne peut pas reconnaître en France cette dimension économique pour donner un statut particulier.
Donc il y a une forme de racisme, là c'est très clair. Et j'ai eu l'occasion d'aller en Roumanie discuter avec les Roumains, et on peut dire que les Roumains sont aussi racistes avec les Roms qu'on pourrait dire en France, sans choquer personne, les Corses, avec notamment des Français d'origine maghrébine, les Corses ils sont particulièrement racistes. Donc on a des endroits où il existe un racisme, et c'est assez répandu. Et autre élément, la différence de ville-campagne. Alors effectivement, tu disais qu'il y avait des différences fondamentales. Moi j'ai toujours considéré qu'il n'y avait pas de différence entre État et État, mais entre ceux qui habitent en ville et ceux qui habitent à la campagne. Dans des populations où il y a 30 ou 40 habitants ou 100 habitants, moi je suis originaire d'un petit village d'Ariège, au fond de l'Ariège perdu, et c'est une situation où tout le monde se connaît, alors qu'en ville personne ne se connaît, c'est anonyme, c'est abandonné, etc. Donc, problème, et dernier élément par rapport à ce qui a été dit avant, question européenne. Alors, l'Europe ne s'est jamais saisie de manière très forte d'une position unique pour l'aspect européen. On a évolué vers des critiques, et c'est ça un élément fondamental que je peux aborder en introduction, c'est l'opposition fondamentale entre la loi française, les règles françaises, et ce qui a pu être fait au niveau européen. Donc il y a des contradictions, il y a des décisions, il y a aussi des institutions en France qui vont critiquer. Donc, si vous voulez, en un mot, on peut parler de l'entrée, du séjour et de l'expulsion des Roms. Donc, pour l'entrée, ça a été évoqué, il y a une venue des Roms, en particulier à cause de la chute du mur de Berlin, et dans les pays de l'Est, il n'y a plus de travail, il n'y a plus rien. Donc, ils sont vraiment encore plus abandonnés que les autres, parce qu'on les rejette plus facilement. Donc, il y a effectivement cet aspect économique qui conduit à venir vers d'autres États en espérant qu'il y a une sorte d'Eldorado. Donc, élément de fuite économique. Alors c'est vrai que quand on a le migrant européen classique et le migrant rome, il y a une grande différence. Bon, le migrant européen classique, on peut dire, ah la langue qui est chez Airbus, il vient, il a un salaire, un boulot super, il a 2 ans, il s'en va, donc ça c'est le migrant européen classique, alors que le rome, il vient, il n'a pas de boulot, il n'a pas de toit, etc. Donc c'est une opposition totale. Alors l'important c'est surtout le séjour en France. Donc le séjour implique un certain nombre de règles, un certain nombre d'éléments que l'on peut évoquer alors rapidement, bien que, puisque les camarades ont été assez courts, donc moi je peux être plus long finalement, non j'abuserai pas, Donc il y a plusieurs éléments qui sont apparus. Donc d'abord la question des aires de stationnement. Vous avez une loi du 5 juillet 2000 qui implique dans toutes les communes de plus de 5000 habitants, il doit y avoir une aire de stationnement. Donc cette loi a à la fois été une volonté de progression, mais aussi en compensation une facilité plus grande d'expulsion. Et ces aires de stationnement, elles sont remplies à peu près dans les communes à maximum 50%. En théorie, le préfet, le président du conseil général font un schéma départemental de ces aires, et en réalité, comme je vous le disais, ce n'est pas réalisé encore aujourd'hui. Alors, il y a d'autres éléments assez importants sur la manière dont il y a une reconnaissance de certains droits ou pas. Donc, on peut dire en matière de santé, problème, comment peut-on se faire délivrer une carte vitale? En matière de santé, il y a une dégradation très forte de la santé. On dit par exemple qu'il y a une mortalité natale 9 fois supérieure à la moyenne française. Donc, des éléments de discrimination. En matière d'éducation, alors là on peut s'arrêter, c'est un exemple assez symbolique. En matière d'éducation, normalement, les jeunes de 6 à 16 ans doivent être scolarisés. Et il y a une obligation de scolarisation. Alors, la réalisation pour les Roms, c'est maternelle 67% et primaire 80%. Et donc, on a ici une limitation. Alors, majoritairement, il s'agit de mères qui refusent parfois les inscriptions. Alors, on peut mettre un bémol pour dire parfois il y a des questions de famille. Le droit d'asile, il s'agit d'un statut qui est accordé à des personnes qui ont lutté pour la liberté ou qui ont été sanctionnées, emprisonnées pour des questions de liberté. Or, comme on le disait, c'est plutôt des questions économiques, à cause de l'effondrement des pays de l'Est qui ont conduit, et puis du racisme dans la manière dont ils sont traités en Roumanie et ailleurs, qui les ont conduits à venir. Il faut savoir que depuis 2004, la Slovénie, la Slovaquie, la République tchèque, les sont venus, et puis la Bulgarie et la Roumanie sont entrés en 2007. 2004 les premiers, 2007 les seconds.
Donc, ça permet un accès, une venue sur le territoire français. Donc, pas de droit d'asile. Alors, une discrimination. Et cette discrimination a été de plus en plus mise en avant. Alors, il y a deux institutions en France qui ont rendu des décisions qui sont vraiment très critiques par rapport au législateur et au texte. Vous avez le défenseur des droits. Alors, le défenseur des droits, c'est une structure qui a été créée dans la révision constitutionnelle de 2008, qui a été une grande révision constitutionnelle qui a beaucoup modifié de choses. Et donc, le défenseur des droits peut faire des remarques aux structures politiques. Et donc, vous avez une décision du défenseur des droits de 2014 qui pointe tous les éléments critiques dans la situation actuelle et qui propose des solutions ou des remises en cause. Autre structure, la HALD, c'est-à-dire la Haute Autorité pour la lutte contre les discriminations et pour l'égalité, dont la HALD a été créée par une loi de 2004 et elle a rendu notamment une décision importante en 2007. Donc là aussi, critique, remise en cause en disant ça va pas, ça va pas, ça va pas. Mais les remarques sont faites, ça ne change pas forcément. Ça peut pousser à une évolution, mais ce n'est pas tout de suite. Alors vous avez aussi la contradiction, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, entre la situation des structures européennes et la situation en France. Parce que là aussi, il y a des critiques qui sont faites, des décisions de la Cour européenne des droits de l'homme qui est rattachée au Conseil de l'Europe et qui applique la Convention européenne en relevant notamment des atteintes à la vie privée sur certains comportements par rapport aux Roms. Et vous avez aussi l'intervention de l'Union européenne avec la liberté de circulation, la libre circulation dont on parlait tout à l'heure. Donc, critique par l'Europe, critique aussi au niveau ONU, avec les comités de droits de l'homme qui vont critiquer la situation. Donc, on ne manque pas de critiques. Alors, le problème, c'est qu'il y a une difficulté d'application en France de certaines normes qui ne correspondent pas à notre système actuel et ancien. Quel est le système français? Le système français, depuis la Révolution, c'est le système de la nation. C'est-à-dire la nation, il y a des citoyens qui sont égaux à d'autres citoyens. Et on ne distingue pas à l'intérieur des citoyens une quelconque minorité. Par exemple, un élément simple, on ne distingue pas le groupe homme ou le groupe femme. Ça veut dire que quand on voulait, à la fin des années 80, des années 90, établir des quotas de femmes pour les élections, en disant on met 30% obligatoire sur les listes électorales, le Conseil constitutionnel a sanctionné en disant on est citoyen, on n'est pas homme ou femme. Vous voyez, ça va quand même extrêmement loin. Et il a fallu réviser la Constitution pour imposer une parité entre hommes et femmes pour qu'on puisse arriver à des situations actuelles comme pour le Conseil départemental où on a un homme et une femme, on a élargi les cantons, nous avons un candidat, on a élargi et on est passé sur 2 cantons avec un homme et une femme. Oui, c'était pour M. Vigier. Donc, au niveau des expulsions, ça que je n'ai pas entendu évoquer, mais qui me semble qui était le cas, parce que moi aussi je suis citoyen européen qui habite en France, n'est pas passé. J'avais cru comprendre, moi ça c'est le texte de loi que j'avais vu, qu'en tant qu'Européenne, dans les traités européens, on a le droit de s'établir dans n'importe quel autre pays de l'Union européenne, tant qu'on a soit un boulot, ou soit les moyens de subsister. Et que si jamais on dépassait, je ne me rappelle plus le nombre de mois, et qu'on devenait dépendant de l'État dans lequel on n'était pas un citoyen, que les pays pouvaient vous expulser vers votre pays d'origine, pas importe si on est roumain, espagnol, italien ou... Oui, effectivement, bon, je vous ai dit que j'essaie de synthétiser beaucoup de choses, c'est ce que j'essaie de faire, mais on peut développer chacun des points de manière importante, donc effectivement je ne l'ai pas dit, mais quand on a une situation où on va considérer qu'on abuse des services sociaux et qu'on n'a pas de véritable point d'attache, pas de travail, c'est vrai qu'on considère qu'on peut renvoyer la personne parce qu'on peut considérer qu'elle n'est pas, elle n'apporte rien à la société. Donc on dit, elle ne travaille pas, elle n'a pas toujours un domicile fixe et les droits sociaux qu'elle peut avoir. Alors en réalité, on sait très bien qu'il y a un difficile accès aux droits sociaux. Mais vous disiez que c'était valable effectivement pour n'importe quelle personne, vous disiez un italien, un espagnol, n'importe lequel, peut tomber sur cette exclusion fondée sur une sorte d'absence de travail et un abus de droits sociaux. Voilà, c'est le terme exact qui est utilisé.